Dans la foulée des romans pulp de Raymond Chandler ou Dashiell Hammett, c'est avec le film noir que le polar se développe dans le Hollywood des années 30 et 40, pour ensuite se diffuser rapidement dans le monde entier. Au milieu des fusillades, le tueur à gages devient alors un archétype du genre. C'est cette figure, souvent reléguée au second plan, que Jean-Pierre Melville et John Woo choisissent de mettre en lumière, avec l'histoire d'un assassin solitaire, amoureux d'une artiste de cabaret, mais trahi par ses commanditaires. The Killer n'est officiellement pas un remake du Samouraï, mais il s'en rapproche ainsi grandement, John Woo n'ayant jamais caché son admiration pour le cinéaste français. In the late 60s, the French film was extremely popular in Hong Kong. Jacques Demy, François Truffaut, Godard's film, and we watched them all. For myself, I was so much strongly related to Jean-Pierre Melville's film, and I love his movie. And I must say, I also got so much influence from his film. I find the great thing about his movie, his movie is pretty much like a poem to me. La création dans le cinéma ne peut être que poésie. Je ne crois pas tout à fait que ce soit de l'art. C'est un spectacle poétique. Vous ne répondez pas? Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. C'est une règle? Une habitude? Cette approche poétique, Jean-Pierre Melville et John Woo ne vont pas l'envisager tout à fait de la même manière. Comme souvent, des trames de scénarios très similaires permettent de faire ressortir le style des réalisateurs qui les racontent. Car si les squelettes du Samouraï et de The Killer sont les mêmes, leur chair est bien différente. Et les deux séquences d'ouverture installent d'emblée deux ambiances à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, une chambre grise, un plan large qui met longtemps à se mouvoir dans un étrange et lent travelling compensé. De l'autre côté, la ville, une église, des couleurs, des mouvements de caméra amples. Les deux personnages sont immobiles, pensifs. Et Jean-Pierre Melville et John Woo imposent en quelques secondes leur regard. Lyrisme romanesque d'un côté, sobriété poétique de l'autre. The Killer et le Samouraï reposent sur les mêmes dynamiques de récit et façonnent leur héros en le confrontant à trois mêmes personnages. Le flic tenace, l'ami ou l'amante complice, et la femme dont ils vont tomber amoureux, soit l'antagoniste, le partenaire et l'objet du désir. Sans condamnation, inconnu au sommier. La construction scénaristique est ainsi très classique, et c'est alors dans les relations entre ces personnages archétypaux que les deux films vont trouver leur originalité. Ce n'était pas un chapeau comme ça. Un personnage se définit de par ses interactions sociales. Comment le héros se comporte-t-il au sein de ses semblables? Dans le Samouraï, quelles que soient les situations, les personnages restent inflexibles. Le tueur impassible, le flic tenace. Je ne pense jamais. L'ami fidèle jusqu'au bout. Tous restent accrochés à leurs principes, imperturbables. Je n'ai jamais eu d'ennui à cause de toi. Dans The Killer, les relations sont plus mouvantes. Les personnages se livrent, se confient, ils craquent sous la pression. L'adversaire devient partenaire, l'ami peut trahir. Chez Melville, les émotions sont en sourdine, alors qu'elles explosent chez John Woo. Mais dans les deux cas, ce sont elles qui mènent le récit. On s'aperçoit alors vite que les deux réalisateurs visent plus loin que la simple efficacité du genre et envisagent leurs films comme de vraies tragédies. Plus que l'adrénaline liée au suspense et aux scènes d'action, ce sont les émotions et les valeurs traversant les héros qui intéressent les deux réalisateurs. Honneur, confiance, amour, trahison, rédemption, le film de gangster devient prétexte à la construction de grands personnages dramatiques. Il y a un côté tragédie dans le policier. Ah, tout à fait.
C'est formel. D'abord, mes héros sont toujours des personnages tragiques. Je veux qu'à la première image de mes films policiers, on se dise « Ah, celui-là, il est mort ». Mais en le voyant, tout de suite. C'est essentiel, ça. Le sort, la fatalité doit les marquer. Immédiatement. On pourrait presque toujours sous-titrer mes films policiers les dernières 48 heures de un tel. Il faut vraiment qu'on sente à la première image que l'homme est mort. Même que dans une tragédie, on sait que le héros doit mourir. En jouant l'un sur le minimalisme et l'autre sur l'emphase, les deux réalisateurs choisissent de laisser de côté tout réalisme pseudo-documentaire pour viser plutôt une dimension opératique et existentielle et la construction d'un récit universel. Se décalant du polar typiquement hexagonal, Jean-Pierre Melville pose ses intentions dès le titre et avec la citation qui ouvre l'histoire. Une citation complètement inventée, mais qui donne d'emblée une dimension mythologique au film. Le personnage de Jeff Costello est un tueur à gages, parisien certes, mais de par son mutisme et sa gestuelle, il renvoie autant au samouraï qu'au cow-boy solitaire, au moine guerrier qu'au chevalier errant. À cette figure silencieuse, loin de tout particularisme franco-français, Je vais lui montrer qui c'est Raoul. n'importe quel spectateur du globe peut s'identifier. John Woo, en premier lieu évidemment, qui façonnera son héros sur ce modèle. Ainsi, dans les deux films, la mise en valeur de tous les gestes, silences et postures des personnages construisent une véritable icône. Et, dans les correspondances entre les deux films, on comprend alors bien pourquoi le cinéma de Melville a eu un tel impact sur de nombreux réalisateurs asiatiques. When he tells a story, he's so calm, so cool, and so elegant, you know. And I think in his philosophy, it's pretty much like ours, pretty much like us, you know, like the code of honor, loyalty, and chivalry, and that kind of spirit. In some way, it's a pretty oriental. Les deux films mettent en scène un homme d'action. Et c'est donc dans l'action, c'est-à-dire dans les gestes, les mouvements et les regards, que les deux films vont pousser loin leur singularité. Tueurs à gages oblige, les fusillades sont au centre de nombreuses scènes. Et la sobriété de la réalisation du samouraï va contraster avec les excès de celle de The Killer. Car si dans la première scène de meurtre, le point culminant, l'assassinat d'un caïd est identique, même face à face, même latence avant l'exécution, tout ce qui entoure ce coup de feu diffère. Jean-Pierre Melville construit toute la séquence en fonction de l'approche de son héros. Sa mise en scène travaille tous ses déplacements. Il détaille tous les gestes, tous les coups d'œil, sur la longueur, fait par fait. Panoramique, travelling ou chant contre chant, c'est le personnage qui imprime son rythme. Il n'y a pas d'ellipse et le temps réel semble presque dilaté, tant chaque détail prend de l'importance. Dans son introduction, John Woo n'est pas aussi exhaustif, bien au contraire. Il choisit de se concentrer uniquement sur le cœur sensible de la scène. Comme Melville, il assujettit sa caméra à son héros, mais cette subjectivité n'est plus ici liée à la topographie des lieux, mais plutôt aux émotions du personnage. Peu importe les déplacements ou les autres personnages présents dans le club, un seul élément se détache dans la scène, l'échange de regards entre le tueur et la chanteuse. Le reste ne compte pas. En variant les vitesses de captation, en jouant sur les fondus enchaînés, le réalisateur se place clairement dans une dimension intime. Dans leur mise en scène, les deux réalisateurs se focalisent ainsi sur des éléments très différents. Et ce sont ces choix formels qui construisent les caractères de leurs personnages, l'un renfermé et méthodique, l'autre ouvert et mélancolique. De cette fusion entre les héros et la mise en scène vient donc la force d'immersion du samouraï et de The Killer. Épure factuelle d'un côté contre condensation émotionnelle de l'autre. Que voulez-vous? Vous tuer.
Quand la fusillade se déclenche enfin, ce sont donc de simples coups de feu chez Melville et un gunfight homérique chez John Woo. Et ces scènes synthétisent parfaitement les ambitions des deux films. Dans Le Samouraï, elles sont minimalistes et d'une rare sécheresse. La plupart du temps, un gros plan sur le revolver marque le point d'orgue de l'action. Pas question de grandes envolées, les personnages restent stoïques. Melville reprend les codes et figures du polar américain d'avant-guerre ou du western et se les approprie totalement. Il distord le temps et l'espace, non loin en cela d'un Sergio Leone, et on frise même parfois l'abstraction quand le réalisateur se permet d'ellipser l'action en tant que telle, préférant se concentrer sur les visages, laissant ensuite exploser la tension avec un grand mouvement de caméra, sans même montrer les coups de feu. Melville réalise là son premier film en couleur, mais il veut y conserver la force du noir et blanc. Si la palette chromatique de The Killer est large, l'univers du samouraï est donc, lui, quasi monochrome. Dans les pas de son héros mutique, Melville fait durer ses scènes et crée un rythme lancinant. Il faut attendre 10 minutes pour que le premier mot du film ne soit prononcé. Chef. Et que ce soit des policiers installant un mouchard ou Alain Delon cherchant une clé pour voler une voiture, chaque scène est un bloc indivisible, le moindre geste devenant trop important pour se permettre une ellipse. Le réalisateur construit alors un film dépouillé, mais virtuose. Car débarrassé de toutes affaîtries, la moindre nuance d'émotion touche en plein cœur dans son final. Peu de paroles, mais des actes, des regards, et donc du cinéma. Ne reste pas là. Plus turbulent, mais tout aussi cinéphile, John Woo plie également le genre à sa personnalité en piochant dans tout le cinéma qui l'a précédé. Le sens des chorégraphies de Chang Che, évidemment, mais aussi de Jacques Demy ou Stanley Donen. Les effets de montage des avant-gardes russes. Ou les dilatations et accélérations empruntées au cinéma de Sam Peckinpah. Mais John Woo ne se contente pas de recycler ce qu'il a vu ailleurs. Il digère ses références pour construire un style éminemment personnel et surtout pour mettre le spectateur dans la peau des personnages. Avec sa mise en scène transparente, expressive et excessive, l'empathie est totale. Dans les gunfights, le style du réalisateur, avec ses gimmicks comme les ralentis ou la multiplication des axes de caméra, est immédiatement reconnaissable. Mais le talent de John Woo se trouve avant tout dans sa totale maîtrise des règles élémentaires du découpage. Prenons une simple scène. Le réalisateur commence par un plan large pour poser la situation, puis accélère. Duel en plan serré, respectant les positions des adversaires. Raccord de mouvement sur la chute du personnage. Raccord de mouvement encore, mais entre deux personnages cette fois, l'un amorçant le coup de feu et l'autre tirant. Nouveau duel en plan serré, le personnage s'envole, dans une chute amplifiée par un chevauchement d'image, pour arriver sur un plan plus large qui permet d'introduire, au fond du cadre, un nouvel antagoniste, et donc un nouveau duel en champ contre champ. Les coupes qui suivent mettent en parallèle les difficultés des deux héros, dans un raccord de mouvement sur leur roulade pour échapper à des tirs au travers de 3 plans. Et les deux personnages retrouvent ensuite enfin un contact visuel avec un raccord de regard. Si le tempo du montage est rapide, fluidité et lisibilité sont totales. Les péripéties sont toujours intégrées les unes aux autres, chaque coupe se fait sur un raccord et, au-delà de l'efficacité brute, les destins des deux héros sont liés tout au long de la scène par le travail de John Woo. Ainsi, dans The Killer et Le Samouraï, les poursuites ou les fusillades construisent les personnages, nous racontent qui ils sont intimement. Le moindre geste d'Alain Delon ou de Chow Yun-fat nous en apprend alors autant, voire plus qu'une scène de confession plus conventionnelle, sur le caractère de leurs personnages. Nous sommes bien dans de vrais films d'action. Le Samouraï et The Killer ont chacun leur logique propre. Des logiques que les deux réalisateurs poussent à leur paroxysme à tous les niveaux. Direction d'acteurs, lumière, action, réalisation. Tout converge vers un même objectif, épure d'un côté, exaltation de l'autre. Et c'est grâce à cette cohérence et ce jusque-boutisme que les deux films vont marquer l'histoire du cinéma. Car, de Quentin Tarantino à Jim Jarmusch, en passant par Johnny To ou Michael Mann,
nombreux sont ceux qui ont emprunté aux 2 maîtres. Les figures tragiques et intemporelles créées par Jean-Pierre Melville et réinterprétées par John Woo restent toujours d'une absolue modernité. Guy gets on the MTA here in LA, dies. They get everybody on notice.